Quand on pense aux hackers, on imagine souvent des silhouettes mystérieuses tapotant des lignes de code dans une pièce sombre, ou encore des agents doubles au service d'organisations secrètes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Surtout quand il s'agit d'un adolescent qui arrive à mettre à mal le système de sécurité informatique de la NASA et du Pentagone, alors qu'il n'a que 15 ans. Un petit génie de l'informatique qui va clairement le mener à sa perte. Nous allons plonger dans le destin tragique de Jonathan James. Cette histoire commence dans la petite ville de Pine Cross du comté de Miami-Dade en Floride. Personne n'avait jamais vraiment entendu parler de ce patelin paumé, jusqu'à ce que cela devienne le lieu de naissance d'un des hackers les plus talentueux d'Amérique du Nord. Fils de Robert James qui lui est programmeur et de Joan Jurista, femme au foyer, Jonathan va baigner dans l'informatique durant toute son enfance. Et dès l'âge de 6 ans, il va commencer à utiliser régulièrement l'ordinateur de son père pour jouer à des jeux vidéo. Ce qui n'a rien d'étrange pour un enfant de son âge, mais c'est vrai qu'à l'époque, à la fin des années 80, toutes les familles ne disposaient pas d'un ordinateur à la maison. Ses parents deviennent de plus en plus inquiets, si bien qu'ils décidèrent de mettre en place des restrictions et un contrôle parental. Car Jonathan commence à en avoir marre de l'école, il préfère jouer au PC et ça toute la nuit. Mais ça reste un petit futé. Et il a toujours trouvé des moyens assez astucieux afin de contourner les restrictions imposées par ses parents. C'était un peu un défi pour lui, mais qui malheureusement pour ses parents était beaucoup trop simple. Après avoir joué à de nombreux jeux, ses intérêts ont commencé à progressivement changer avec l'âge, passant de simples jeux vidéo à l'apprentissage de la programmation. Dans une interview, Robert James se souvient qu'il était un jour rentré chez lui et avait découvert que son fils avait complètement supprimé Windows de l'ordinateur, pour le remplacer par un nouveau système d'exploitation, Linux. Clairement, pour son âge, Jonathan avait des connaissances vraiment impressionnantes. Et le plus fou surtout, c'est que les ressources d'apprentissage étaient extrêmement rares. Internet en était encore à ses débuts. Le World Wide Web, lancé en 1990, comptait à peine 20 millions d'utilisateurs. Et les navigateurs comme Mosaic en 1993 étaient très rudimentaires. Contrairement à aujourd'hui où 66% de la population mondiale accède au web en un clic. Explorer internet à l'époque relevait presque de l'exploit. Ça reste pas banal pour un enfant de son âge, mais pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais les choses vont commencer à s'aggraver. Sa passion pour les ordinateurs va être qualifiée de débordante. Il passait tout son temps libre devant son bureau, si bien qu'il n'en dormait plus. À l'âge de 13 ans, ses parents ont pris des mesures strictes et lui ont confisqué son ordinateur. Pour protester contre cette décision, il va décider de s'enfuir de chez lui, refusant de revenir tant qu'il n'aurait pas retrouvé son ordinateur, insistant sur le fait que la programmation et les jeux vidéo n'impactaient pas du tout ses notes. Mais il n'y a rien d'étonnant à cela. Vous savez pourquoi ? Car Jonathan a piraté le réseau des établissements d'enseignement du comté de Miami-Dade et a corrigé toutes ses notes dans le bulletin. Donc oui, la programmation et les jeux vidéo n'impactent pas ses notes vu qu'il décide lui-même des notes qu'il va avoir aux examens. Mais bon, avec l'aide de la police, Jonathan sera finalement retrouvé caché dans un magasin Border Books à proximité de chez lui. Bon, et à partir de là, il va commencer à en avoir marre de ces défis qu'il trouve trop simples. Il a besoin de rentrer dans la cour des grands et d'affronter plus fort que lui. Et c'est à l'âge de 15 ans que tout a vraiment basculé. Il a commencé à se fixer des vrais objectifs et beaucoup plus ambitieux que les précédents. Entre le 23 juin et le 27 octobre 99, il va commettre une série d'intrusions dans divers systèmes. Parmi ces intrusions figurait le piratage de l'un des plus grands réseaux de télécommunications aux États-Unis, Bell South Telecommunications, dont le siège social se trouve à Atlanta en Géorgie. Clairement, on sait très peu de choses concernant ce piratage, car Bell South n'ont appris que leur serveur avait été attaqué par Jonathan que lorsque le pirate lui-même a avoué cet épisode après son arrestation. Ils essaient régulièrement de nous pirater, a déclaré le représentant de Bell South, Pero Compton, dans une interview au Tampa Bay Times. Évidemment, ce piratage n'a fait aucun mal à Bell South, car l'objectif de Jonathan n'était pas de faire du profit, mais bel et bien de s'amuser, de tester ses connaissances. En effet, il a été constaté qu'il n'a jamais vraiment endommagé ni même détruit de données lors de son piratage. Il a déclaré plus tard aux journalistes: « Le plus difficile n'est pas de briser le système, mais d'apprendre et de maîtriser les connaissances afin de pouvoir comprendre ce que l'on peut faire avec ce système. » En juillet 99, Jonathan passait ses nuits à traquer des serveurs vulnérables. Lorsqu'il en trouva un, à Huntsville en Alabama, il installa un malware qui lui permit de contourner le pare-feu, d'élever ses privilèges système et d'accéder à 13 autres ordinateurs sur le réseau compromis. Ce réseau appartenait contre toute attente à une division cruciale de la NASA, le Marshall Space Flight Center. Basé à Huntsville, ce centre est un pilier des programmes spatiaux américains. Il est chargé de développer et de tester des moteurs de fusée ainsi que des systèmes de communication pour la Station Spatiale Internationale. Jonathan, il a réussi à accéder au code source d'un programme essentiel au système de survie de l'ISS. C'est une dinguerie. Ce logiciel, évalué à plusieurs millions de dollars, contrôle des paramètres critiques comme la température et l'humidité dans les espaces de vide de l'ISS. Indispensable au maintien de la vie à bord. Après que les experts de la NASA ont découvert que leur système était compromis,
Bien, ils ont déconnecté le serveur, ainsi que les machines compromises. Jonathan a mis à l'amende la NASA pendant 3 semaines. Pendant ce temps-là, ils ont analysé l'intrusion, ce qui a entraîné 40 000 $ de dommages directs pour la NASA. Sachant qu'en plus de ça, Jonathan, il a volé des données estimées à 1,7 million $. Il les a mis en PLS. Pour Jonathan, ce n'était qu'un nouveau défi dans ses quêtes de devenir un hacker hors pair. Mais pour la NASA, cette intrusion allait marquer un épisode inédit dans l'histoire de la cybersécurité. En effet, cela a exposé leur vulnérabilité aux yeux de tous. Les services de la NASA vont quand même pas se laisser faire. Ils vont transmettre toutes les informations en leur possession sur l'attaque du serveur au FBI. Et à partir de là, les agents fédéraux vont commencer une vraie chasse à l'homme pour retrouver ce hacker. Mais qui peut-il bien être? Et c'est vrai, comment on retrouve celui qui a déjoué le système de sécurité informatique de la NASA? Il doit avoir clairement laissé aucune trace. Pendant ce temps-là, ignorant que la loi le rattrapait, Jonathan était clairement de plus en plus confiant en ses compétences. Si bien qu'il repéra une porte dérobée installée par un utilisateur inconnu sur un serveur à Dulles en Virginie. Il exploita cette faille pour se connecter, mais à ce moment-là, il ignorait que le serveur appartenait à la Defense Threat Reduction Agency, la DTRA, une unité du ministère de la Défense chargée d'analyser les menaces extérieures à la sécurité nationale. Sans perdre de temps, Jonathan il va y installer un sniffer. En gros, c'est un logiciel espion qui permet de capturer les identifiants, les mots de passe, enfin les données sensibles en général. Et entre le 9 et le 10 septembre 1999, il interceptera les informations d'accès de plusieurs utilisateurs de la DTRA. Il s'introduira dans 10 ordinateurs du ministère de la Défense et téléchargera plus de 3300 emails d'employés, riches en informations stratégiques. C'était la première fois qu'une filiale du Pentagone était piratée. Cependant, malgré son talent à pénétrer les systèmes, il va clairement négliger son anonymat. Les intrusions furent rapidement détectées, et les enquêteurs suivirent sa trace. L'enquête a été de courte durée et s'est terminée le 26 janvier 2000. En effet, les agents ont croisé les informations qu'ils avaient reçues de la NASA avec l'enquête en cours. Les agents des forces de l'ordre de Pinecrest ont donc reçu l'ordre d'arrêter le hacker et de perquisitionner sa maison. Tout a été fouillé de fond en comble. Les agents ont saisi 6 appareils, 4 PC de bureau et 2 PC portables. Je dois admettre que le jour où ces types ont fait irruption chez moi, armés et en gilet pare-balles, je suis devenu un gars très populaire à l'université, a déclaré Jonathan James au journaliste en souriant. Il ne se rend pas vraiment compte de ce qu'il a fait, mais va quand même coopérer activement avec la police pour expliquer comment il a mené ses intrusions. Malgré la gravité de ses actes, il bénéficiait de circonstances atténuantes. Il n'avait pas détruit de données, ni même modifié de mots de passe, ni causé de dommages directs au système qu'il avait compromis. De plus, il était mineur. S'il avait été adulte, sa peine aurait été bien plus lourde. Grâce à son âge, à son plaidoyer de culpabilité et à un accord passé avec les autorités, le tribunal le reconnut coupable de crimes commis par un mineur. La sentence fut clémente. 6 mois d'assignation à résidence. C'est-à-dire que tu forces la personne à rester chez lui. Il aura aussi une interdiction d'utiliser des ordinateurs à des fins de divertissement et devra faire des excuses écrites à la NASA et au ministère de la Défense. Cependant, cette indulgence ne lui profita pas longtemps. Peu après, il fut arrêté pour avoir violé les conditions de son assignation à résidence. Et des traces de drogue furent retrouvées lors d'analyses. En conséquence, sa peine fut convertie pour 6 mois dans un centre correctionnel pour mineurs. Jonathan devient donc le premier adolescent aux États-Unis à être incarcéré pour piratage informatique, ce qui va attirer l'attention de la presse. Dans une interview au Miami Herald, il confia avoir renoncé au hacking. Ça n'en vaut pas la peine, je faisais ça pour m'amuser, c'était un jeu pour moi. Mais ils m'ont attrapé. Je ne veux plus revivre ça. Je trouverai d'autres façons de me divertir. En parlant de son arrestation avec Frontline, James a déclaré qu'il aurait pu facilement s'en tirer avec ses crimes s'il avait pris la peine de couvrir ses traces. Mais il n'a pris aucune mesure pour se cacher parce qu'il pensait pas faire quelque chose de mal. Si on veut, on peut. Et si un passionné d'informatique comme moi est déterminé à en rentrer n'importe où, que ce soit au Pentagone ou chez Microsoft, il a été démontré que c'est possible. Et ils le feront. Et ils ne peuvent pratiquement rien y faire, car il y a des gens compétents. Et ils obtiendront ce qu'ils veulent. Jonathan a purgé toute sa peine et a été libéré après 6 mois au centre correctionnel pour mineurs. Il essaye d'éviter les médias pour revenir à une vie ordinaire et il retourne chez ses parents à Pinecrest. Son père dira plus tard à la presse qu'à son retour de prison, Jonathan souffrait de dépression. Il semblait assez anxieux et avait peur d'être de nouveau sous surveillance constante. De plus, tragiquement, sa mère est décédée d'un cancer alors qu'il n'avait que 18 ans. Et en plus de ça, les conséquences juridiques et la stigmatisation liée à son passé ont clairement rendu son insertion sociale encore plus difficile. Malheureusement, cette solitude ne va pas durer longtemps. En janvier 2007, les services secrets vont commencer à enquêter sur une série de piratages ayant ciblé TJX et d'autres sociétés commerciales. Des millions de clients ont été victimes de cette attaque.
perdant non seulement leurs informations personnelles mais aussi leurs données de paiement sensibles. Il s'est avéré que ce piratage était orchestré par Alberto González, un cybercriminel aujourd'hui incarcéré, qui à l'époque, à 28 ans, avait amassé une fortune grâce à ses activités illégales. D'autres complices de González ont émergé au fur et à mesure de l'enquête, notamment Christopher Scott, Damon Patrick Toei, Maxime Czarnecki, ainsi que 2 autres figures connues sous le pseudonyme de Gigi et de JW. Ah, vous comprenez un petit peu ce qui va se passer. Le pseudonyme Gigi s'est avéré suffisant pour que les enquêteurs puissent faire une descente au domicile de Jonathan. Clairement, pour Jonathan, c'est le choc. Il comprend pas vraiment ce qui se passe. Au final, au cours de la recherche, les agents n'ont rien trouvé qui puisse incriminer Jonathan et le lier à ce crime. Seul un fusil a été retrouvé dans sa maison, mais il n'a pas été saisi car il était officiellement enregistré. Donc quelque temps après, les inspecteurs ont conclu que le mystérieux pseudonyme Gigi appartenait plutôt au meilleur ami de González, Steve Watt, qui s'enregistrait très souvent en ligne sous le pseudo de Jim Jones. Clairement, vous allez me dire qu'aucun lien n'a été établi entre Jonathan et les piratages de TJX. Mais cette nouvelle attaque sans aucun fondement va clairement blesser Jonathan. Il s'est retrouvé de nouveau au centre de l'attention des autorités alors qu'il souhaitait rester dans l'anonymat. Quelques mois vont passer et le 18 mai 2008, James sera retrouvé mort dans sa salle de bain, blessé par balle à la tête avec le même fusil que les agents avaient retrouvé lors de la perquisition. Une note de suicide a été retrouvée près de lui ainsi que ses mots de passe PayPal et plusieurs autres comptes. La note indiquait « Je ne crois pas en notre système de justice. Peut-être que mes actions d'aujourd'hui et cette lettre enverront un message plus fort au public. Quoi qu'il en soit, j'ai perdu le contrôle de cette situation. Et c'est mon seul moyen de reprendre le contrôle. » Des rumeurs persistent au sein de la communauté des hackers, selon lesquelles les circonstances de la mort de Jonathan James auraient été manipulées pour cacher une vérité bien plus sombre. Certains affirment qu'il aurait découvert des informations ultra secrètes sur les serveurs de la NASA et du Pentagone, et que cela aurait attiré l'attention des services secrets américains. Mais selon l'enquête officielle, Jonathan se serait suicidé. Et les théories alternatives n'ont rien de plus que des spéculations sans fondement. Dans un hommage publié par le Miami Herald, il est décrit ainsi. Jonathan, diplômé de Betham, en 1995 restera dans les mémoires de ses amis et de sa famille, comme un jeune homme brillant, toujours en dehors des sentiers battus. Génie informatique, il a toujours fasciné ceux qui l'entouraient, amis, famille et même le gouvernement, par ses exploits. Il manquera profondément à son père, son frère, à ses proches et à un grand nombre d'amis. Quoi qu'il en soit, aussi tragique soit-elle, la vie de Jonathan James a marqué à jamais l'histoire du piratage informatique.